bonsoir. Je suis très heureux d'ici d'être avec vous dans votre belle ville de Montréal et je voudrais bien sûr remercier le directeur, M. Brunel, de m'avoir invité ici dans cette belle série de conférences sur la nature au sens large du terme. Et je remercie son staff aussi, particulièrement Mme Toussignan et Mme Fortin de nous avoir si bien accueillis. Donc je vais commencer mon histoire il y a quelques 10 000 ans. D'abord, l'homme a toujours essayé de prêter un visage familier à l'environnement, son environnement, afin de dissiper son angoisse des espaces infinis. Et environ il y a 2000 ans, l'homme vivait dans ce que j'appelle l'univers mythique. Alors on pensait que toute la nature, tous les faits qui se passent dans la nature, y inclut l'univers, sa création, son évolution, etc., étaient le fait de Dieu, des interactions entre les dieux, leur amour, leur haine, leur paix, leur guerre, etc. Et si vous voyez, par exemple, une représentation de l'univers mythique égyptien, donc pour les Égyptiens, vous voyez, le ciel était le corps d'une belle déesse, la déesse Nout, et les étoiles étaient ses bijoux. Et donc le dieu soleil, comme vous voyez le disque ici, traverse le corps de la belle déesse pendant le jour et revient derrière pendant la nuit. Et les mythes, bien sûr, différaient de culture en culture. Ici, vous voyez l'univers mythique indien où c'est la danse du dieu Shiva, ici représenté, qui crée le monde. Donc il danse sur la forme de l'ignorance dans une royaume de flammes, ce qui est assez étonnant parce que maintenant on sait que, une intuition assez étonnante parce que maintenant on sait que le Big Bang est parti bien sûr d'un état extrêmement chaud. Et donc maintenant je vais dans ma partie du monde qui est donc l'Asie. Et en fait ici, c'est pas tellement le concept de Dieu qui règle l'univers, mais en fait c'est le concept de deux forces polaires, donc le yin et le yang, que vous voyez ici représenté. C'est l'interaction de ces forces opposées qui crée l'univers et tout ce qui se passe là-dedans. Donc, cette vision mythique du monde durera quelques 10 000 ans jusqu'à ce que, donc, au 5e siècle avant Jésus-Christ, une poignée d'hommes extraordinaires eurent l'intuition de se dire que, en fait, l'homme ne devrait pas se livrer aveuglément à la volonté des dieux, mais en fait que la raison humaine pouvait appréhender les règles qui gouvernaient l'univers. Et bien sûr, les Grecs se penchèrent sur toutes sortes de phénomènes, par exemple la nature, la matière, l'atome avec les Démocrite et le Cycle, mais aussi, bien sûr, sur la nature de l'univers. Et ici, vous voyez, par exemple, l'astronome Ptolémée pour les Grecs. La Terre était au centre du monde. Vous voyez, la Terre, tout est au centre du monde, donc tout tournait autour de la Terre. Et en particulier, bien sûr, le Soleil, et aussi toutes les autres planètes. Donc, d'abord, on les mettait sur les cercles qui tournaient autour de la Terre, mais en fait, les observations montraient que c'était plus compliqué que ça, donc ils les mettaient dans ce qu'on appelle les épicycles, donc sur les cercles, dont le centre lui-même se déplaçait sur les cercles centrés sur la Terre, ce qu'on appelle les épicycles. Et donc ce modèle géocentrique durera quelques 25 siècles. Mais à mesure que vous voyez les observations devenaient de plus en plus précises, on sentait bien qu'il y avait des problèmes avec ça. Les Grecs ajoutaient épicycle sur épicycle, et le modèle devenait de plus en plus compliqué. Et en général, vous savez, dans la nature, si on a une théorie qui devient de plus en plus compliquée, en général, c'est signe que vous vous trompez de chemin, en fait, que c'est pas la vérité. En général, vérité semble aller avec simplicité simplicité, pas complexité. Et donc, en 1543, Copernic, un chanoine, avant de passer à Copernic, je voulais vous montrer ici une gravure du Moyen-Âge, donc du
XIIIe siècle. Ici, on a, le Moyen-Âge a ajouté un élément chrétien dans l'interprétation de l'univers. Vous voyez, la Terre est toujours au centre, donc géocentrique, et puis donc toutes les planètes tournent autour de la Terre. Les gens ne savaient pas pourquoi les planètes ne tombaient pas sur la Terre, et donc ils les mettaient sur des sphères. Et puis, puisqu'on les voyait, ces sphères devaient être transparentes, donc des sphères en cristal, des sphères cristallines. Ils ne savaient pas non plus pourquoi les planètes bougeaient. Et donc ici, vous voyez la vision biblique de l'univers, Dieu ici, qui trône dans l'Empyrée, et qui, avec une armée d'anges. Et ce sont les anges, donc, en véritable mécaniciens du ciel, qui poussaient ces sphères cristallines, qui fait que les planètes bougent dans le ciel. Et donc, c'était ça la vision du Moyen-Âge, encore au XIVe siècle, etc. Et donc, c'est seulement quand les observations devenaient de plus en plus, ne concordaient de plus en plus avec ce modèle géocentrique, que le chanoine polonais, Nicolas Copernic, pris la décision de proposer quelque chose de révolutionnaire, donc de déloger la Terre de sa place centrale et donc de mettre maintenant le Soleil au centre. Donc le Soleil, le système devient de géocentrique à héliocentrique maintenant, et donc un grand choc psychologique bien sûr, parce que la Terre est reléguée au sein d'une simple planète, l'univers n'est plus fait pour le seul bénéfice de l'homme, donc un grand coup pour l'ego humain bien sûr. Et bien sûr, il prit le soin la légende dit qu'il ne vit que son ouvrage que sur lit de mort. Donc, l'Église ne fait rien contre lui. Parce qu'en fait, les gens comme Giordano Bruno, en 1600, avaient déjà proposé qu'il y avait d'autres mondes que la Terre, et il mourut sur le bûcher. Vous savez, l'Église ne badine pas avec ce genre de choses. Et donc, après Copernic, les germes sont semés, et bien sûr, maintenant, c'est la Renaissance, et avec, donc ici, c'est donc l'univers copernicien, vous voyez, géocentrique, avec le Soleil, avec toutes les planètes qui tournent autour du Soleil. Et Galilée, fut le premier à pointer un télescope vers le ciel en 1609, et déjà, avec une petite lunette astronomique comme ça, de quelques centimètres de diamètre, il découvrit le monde émerveillé, en particulier les phases de Vénus. Vénus, comme la Lune, va de la nouvelle Vénus jusqu'à la pleine Vénus, en passant les quartiers Vénus, etc. Et cela ne peut s'expliquer que par que si la Vénus tourne autour du Soleil et pas autour de la Terre. Et aussi découvrir les satellites les plus gros autour de Jupiter, qui est dans toute sa gloire aujourd'hui dans le ciel. Et ce qu'on appelle aujourd'hui les 4 satellites galiléens. Et donc, donc il découvre des corps qui tournent autour de quelque chose d'autre de la Terre. Donc, il écrivit haut et fort que, bien sûr, il soutenait le système copernicien, que le Soleil était le centre du monde et non pas la Terre. Et vous savez bien ce qui lui arriva, bien sûr, l'Inquisition. Il fut traduit devant l'Inquisition et puis condamné. Il fut obligé à renier publiquement donc ses découvertes scientifiques, et fut mis en résidence surveillée, toutes ses œuvres furent mises à l'index, etc. Et l'excuse officielle de l'Église catholique survint seulement en 1987 en la personne de Jean-Paul II. Et donc quelques centaines d'années plus tard, il est reconnu que vraiment donc, que Galilée avait finalement raison, et que l'Église n'avait pas à lui dicter ce qu'il devait trouver dans ses recherches scientifiques. Et donc, bien sûr, maintenant, les germes sont semés, et donc, Kepler, bien sûr, grand mystique, mais aussi grand scientifique, découvrit les planètes, confirme donc l'intuition de Copernic, il démontre ce qu'on appelle les lois de Kepler maintenant, avec le Soleil à l'un des foyers de l'orbite elliptique que suivent toutes les planètes, et Newton, bien sûr, il fait la synthèse de tout en implantant donc la théorie de la gravitation. C'est la gravité qui fait que toutes les planètes tournent autour du Soleil dans des orbites elliptiques. Là, Newton aussi fut l'inventeur
de nouveaux types de télescopes, ce qu'on appelle un réflecteur, c'est-à-dire que la lumière, au lieu de traverser la lentille, comme dans la lunette astronomique de Galilée, elle est réfléchie, donc ce qui permet de fabriquer beaucoup plus grands télescopes, parce que c'est très très difficile de fabriquer de grandes lentilles. Et donc maintenant, l'astronome dispose vraiment de très grands récepteurs de lumière, parce qu'en fait, vous savez, tout ce que le travail de l'astronome fait, en fait, c'est de recueillir la lumière du cosmos. Mon travail consiste à aller à l'observatoire et recueillir la lumière du cosmos. Et en fait, le télescope, c'est une grande cuvette de lumière, parce qu'en fait, l'astronomie, la seule science, on ne peut pas faire des expériences. On ne peut pas concocter une étoile dans une éprouvette pour recréer le Big Bang dans un laboratoire ou même voyager pour avoir une poignée d'étoiles pour l'analyser dans son laboratoire. Et donc, tout se passe à distance. Et en fait, le lien qui lie donc l'homme au cosmos, c'est la lumière. Et donc, il faut capturer cette lumière. Et ce qui est merveilleux, c'est que la nature inscrit un code cosmique dans cette lumière. Et quand on le déchiffre en décomposant, par exemple, la lumière à travers un prisme, par exemple, on a toutes sortes d'informations. On peut décoder ce code cosmique et donc reconstituer à la fois la composition chimique des étoiles et des galaxies, mais aussi leur mouvement. Et donc c'est extraordinaire. Et donc voilà, donc il faut aller dans des endroits d'ailleurs d'une beauté magnifique. Ici, vous voyez le désert de l'Arizona, le petit pic ici. J'utilise souvent ce télescope de 4 mètres qui n'est plus bien sûr, l'un des plus grands du monde maintenant. Le plus grand télescope du monde maintenant, c'est 10 mètres de diamètre, donc un peu plus grand que la longueur de cette salle. Et donc, c'est d'énormes cuvettes de lumière qui recueillent la lumière du cosmos chaque nuit claire. Et ici, donc, je vous montre d'autres sites où je vais. Donc, ici, c'est Hawaï, par exemple. Vous voyez, donc, on est tellement loin. C'est au haut, je veux dire. On est à environ 14 000 pieds, donc c'est combien? Plus de 3 000 mètres au-dessus de la. Donc en fait, c'est assez éprouvant, en fait. Vous savez, pour aller ici, au début, j'avais toujours beaucoup de maux de tête, tout ça. Il faut vraiment se préparer pour aller dans des observatoires si hauts, mais bien sûr, on sacrifie son corps pour l'astronomie en quelque sorte, parce que le ciel est tellement beau, et on voit tellement la pureté qu'on est au-dessus des nuages, en fait. Donc ça, c'est vraiment des lieux extraordinaires de beauté. Et ici, je voulais juste vous montrer le futur. Vous voyez ça, c'est le télescope de 5 mètres de Palomar dans lequel j'ai fait mes premières armes, en fait. C'est ce télescope qui m'a fait verser dans l'astronomie, parce que j'étais étudiant, et je pouvais utiliser ce télescope. Mais ici, maintenant, les grands projets du futur, c'est 30 mètres de diamètre. Vous voyez, donc, et en astronomie, plus on recueille de lumière, plus on peut voir faible, plus on voit faible, plus on voit loin, et plus on voit loin, plus on voit tôt. Vous voyez, parce que c'est toujours... parce que la lumière, la propagation de la lumière n'est pas instantanée. Elle prend du temps pour nous parvenir. Donc, nous voyons l'univers toujours avec un peu de retard. Donc, la Lune, par exemple, après 1 seconde, le Soleil après 8 minutes, la plus proche étoile après 4 années, la plus proche galaxie après 2 millions d'années, et ainsi de suite. C'est comme ça que l'astronome remonte le temps et reconstruit l'histoire de nos origines. Donc, comme ça, ce télescope de 30 mètres, on espère, va remonter le temps juste de quelques 13 milliards d'années, donc juste 1 milliard d'années après le Big Bang, donc là où se forment les premières galaxies et les premières étoiles. Donc ça, c'est dans les années à venir, donc c'est vraiment excitant pour les astronomes, bien sûr. Et je vous ai parlé jusqu'ici seulement donc de la lumière visible, mais en fait, l'univers émet dans toutes sortes de lumière, pas seulement la lumière visible, toutes les sortes de lumière dans ce qu'on appelle le spectre électromagnétique, donc de la lumière très énergétique comme la lumière gamma, la lumière X, jusqu'à la lumière moins énergétique et la lumière radio. Alors sur Terre, bien sûr, à cause de notre couche atmosphérique, seule traverse indûment la lumière visible et la lumière
radio. Donc on peut construire des télescopes visibles sur Terre et des télescopes radio ici. Donc ça, c'est le plus grand radiotélescope du monde. Ça, c'est 300 mètres de diamètre, vous voyez, et ça, c'est 100 mètres de hauteur. C'est un site fantastique comme de science-fiction. Et donc, j'ai eu souvent l'occasion d'utiliser aussi. Donc, vous voyez, il ne faut pas avoir le vertige, parce que si vous traversez ce pont-là, on regarde dessus, c'est 100 mètres de diamètre. Et si un jour il nous contacte, c'est vraiment cette oreille qui va l'entendre. C'est l'oreille la plus sensible au monde, et qui se trouve à Arecibo, Porto Rico. Donc, en fait, c'est pas très loin. Hein. Donc, si vous allez un jour aux Antilles, je conseille de faire un saut au Porto Rico, aller à Arecibo et regarder ce télescope, c'est fantastique. Et ici, un autre radiotélescope qui est au Nouveau-Mexique maintenant. Vous voyez, bien sûr, il faut. Les télescopes sont toujours dans des endroits très isolés pour d'abord éviter la pollution lumineuse dans le cas de la lumière visible, mais dans le cas de la lumière radio, il faut pas que ça soit dérangé par votre programme de télévision ou radio favori, bien sûr. Donc, il faut seulement que ce soit que seulement la lumière radio vient du ciel. Et ici, c'est un bâtiment de 10 étages, donc vous voyez, c'est vraiment énorme le télescope. Ici, donc, de nouveau, ça regarde très très loin de l'univers, et donc s'il y a des signaux extraterrestres aussi, un jour, c'est ce genre de télescope qui va pouvoir détecter. Et donc, bien sûr, l'invention du télescope en 1609, ça a été le premier pas, mais aussi en 1657, après Sputnik, l'homme a eu la capacité de mettre des choses en orbite, donc aller au-dessus de l'atmosphère terrestre. Donc il peut en quelque sorte satelliser ses yeux, donc avoir des télescopes qui sont au-dessus de l'atmosphère terrestre. Et ici, bien sûr, le plus fameux, c'est Hubble, qui a été lancé par la navette spatiale. Hubble n'est pas très haut, en fait, c'est une orbite de 600 km au-dessus de la Terre, donc il fait le tour tous les 90 minutes. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la lumière n'est pas perturbée par les mouvements de l'atmosphère. Donc il y a une vision extrêmement détaillée, très fine et extrêmement précise. C'est pourquoi je pense que chacun de vous a eu l'occasion de voir les magnifiques photos de Hubble que Hubble nous a envoyées, et je vous en montrerai quelques-unes plus tard. Et donc, Hubble vient d'être réparé l'été dernier, donc il va accomplir ses bons et loyaux services encore jusqu'à 2014, 2015, et puis après, il y aura un grand télescope de 6,5 mètres maintenant, qui va prendre sa relève, et donc, de nouveau en orbite, et puis donc, qui va donc de nouveau regarder jusqu'à environ le premier milliard d'années après le Big Bang. Donc, voir en direct la naissance des premières étoiles, les premières galaxies, ça va être fantastique. Et donc maintenant, avec ces grands télescopes, allons donc pour mesurer l'échelle de l'univers. Et je vais vous montrer que non seulement l'astronomie a délogé l'homme de sa place centrale, mais sa place va se rapetisser de plus en plus à mesure que les découvertes de l'astronomie avancent. Ici, donc je pars de la planète la plus proche du Soleil, ça c'est Mercure, bien sûr, avec sa face vérolée, bien sûr, tellement chaud qu'aucune vie ne pourrait subsister. Enfin, la vie telle que nous la connaissons, vous savez, c'est de l'ordre de 400 degrés, donc 4 fois la température de l'eau bouillante. Pas d'atmosphère, c'est pourquoi tous les bombardements d'astéroïdes y ont laissé leur marque. Et ici, c'est Vénus, qui est encore plus chaud que Mercure. Alors on peut se demander s'il est un peu plus loin du Soleil, pourquoi c'est plus chaud. Et bien sûr, c'est parce qu'à cause, il y a encore un énorme effet de serre. Parce qu'il y a une atmosphère de Vénus, c'est quelque chose que 90 fois l'atmosphère de la Terre. Et il y a 96% de gaz carbonique là-dedans. Donc un énorme effet de serre. Donc pour ceux qui doutent que le CO2, le gaz carbonique, provoque un effet de serre, le réchauffement global, bien sûr, la nature nous donne un exemple juste à côté de nous, à nos portes, en fait, bien sûr. Donc ici, vous voyez, il y a des volcans, de la lave, etc., paysage volcanique, qui a été fait par des ondes radio, hein, parce que l'atmosphère terrestre a été très... l'atmosphère vénusienne est tellement épaisse qu'on ne peut pas voir la surface directement. Donc, on réfléchit des ondes radio sur la surface pour faire la cartographie. Et donc, c'est comme ça
on a établi ce genre de paysage. Et donc, on va aller à Mars maintenant. Vous voyez, ce qui est le plus intéressant, c'est que déjà, cette photo, c'est prise par la sonde Mariner à la fin des années 60 déjà. Vous voyez, il y a des lits de fleuves desséchés. Donc, on sait que Mars il y a eu de l'eau courante sur Mars, il y a des fleuves, des océans, etc., il y a 2 milliards d'années. Alors, qui dit eau, dit vie. Alors, donc, c'est pourquoi il y a une recherche maintenant de la NASA et d'autres agences européennes pour chercher des microbes, parce qu'en fait, juste ici, nous sommes la seule forme de vie que nous connaissons dans l'univers, et en fait, même une découverte d'un micro-organisme dans d'autres systèmes aura une profonde répercussion philosophique et métaphysique sur notre place dans l'univers. Donc, je pense qu'il faut. Et puis, il nous éclairera sur notre propre origine, parce qu'on ne sait pas pourquoi, par exemple, des atomes inanimés, des poussières d'étoiles, comme je dirais tout à l'heure, se sont assemblés il y a 3,8 milliards d'années pour donner la vie, et puis comment la vie est devenue consciente, tout ça, la science ne connaît pas encore de réponse. Donc, Mars et puis Jupiter, une boule gazeuse, donc pas de surface solide, donc très peu probable que la vie puisse se développer ici. Mais avec les satellites galiléens dont je parlais tout à l'heure, que Galilée a découvert en 1609 avec son petit télescope, il y a en Europe ici qui, on pense à des icebergs qui se déplacent sur un océan d'eau de l'eau, donc qui dit eau, dit vie. Vous voyez, donc ça c'est un des endroits possibles pour rechercher la vie de nouveau dans le système solaire. Et ça c'est Saturne avec bien sûr la gloire de Saturne, c'est son énorme système d'anneaux. Et de nouveau, il y a un satellite ici qui s'appelle Titan, je ne sais pas sur cette image, on ne voit pas, je pense, et qui a des molécules, qui semblent avoir des molécules organiques, donc qui sont le commencement, les balbutiements de la vie aussi. Donc ça ce sont des endroits où aller pour explorer dans le futur est-ce qu'il y a de la vie dans le système solaire. Alors jusqu'ici, vous voyez, je parlais de wick solaire, donc ça c'est Pluton, donc vous savez qu'il n'est plus une planète maintenant, parce qu'on ne pensait jamais que c'était une planète, les astronomes ne pensaient jamais, parce que vous voyez, l'orbite n'est pas dans le plan de l'écliptique, enfin le plan de l'équateur du Soleil, et donc on savait que ça a des propriétés bizarres, et donc maintenant on sait que c'est un gros astéroïde qui a été capturé par la gravité du Soleil. Donc ici, jusqu'ici notre système solaire, notre échelle c'est de l'ordre de 5 heures de lumière. Et donc c'est pas très, nous ne sommes pas très éloignés encore de la Terre. Alors, la prochaine étape, bien sûr, c'est de savoir donc, la place du Soleil dans ce qu'on appelle la Voie lactée, cette belle arche lumineuse que vous voyez par les belles nuits d'été. Alors, Galilée, avec son petit télescope, savait qu'il y avait beaucoup d'autres étoiles déjà, si on pouvait voir avec le pouvoir magnificateur d'un télescope. Et maintenant, on sait que, on pensait de nouveau que si notre Soleil, notre Terre n'est pas le centre du monde, peut-être que le Soleil est le centre du monde. Vous voyez que l'ego humain, bien sûr, est toujours là, il ne se décourage pas. Et donc, et patatras, de nouveau, les découvertes astronomiques nous disent maintenant que le Soleil n'est qu'une simple étoile de banlieue, qui n'est pas certainement au centre de la Voie lactée, mais qui est donc à 26 000 années-lumière. Donc maintenant, nous vivons dans un disque de la Voie lactée, et le diamètre de ce disque de la Voie lactée est de 100 000 années-lumière. Donc le rayon, c'est 50 000 années-lumière, et le Soleil est quelque part par là. Vous voyez, c'est 26 000 années-lumière, donc un peu plus de la moitié vers le bord de la Voie lactée. Donc nous sommes par là, et le Soleil se déplace à 230 km par seconde. Chaque fois que
pendant que je parle, nous nous promenons dans l'espace interstellaire 230 km tous les secondes. Donc le Soleil fait un tour autour du centre galactique tous les 250 millions d'années. Donc il est né il y a 4,5 milliards d'années, donc il a fait 18 fois le tour de la Voie lactée depuis que le Soleil est né. Donc, vous voyez, donc nous ne sommes certainement pas au centre de la Voie lactée non plus. Et vous voyez que les distances deviennent très grandes. Et ça rend, bien sûr, toute communication avec d'autres civilisations très, très, très difficile. Mais supposons que nous communiquons, il y a une civilisation ici, ça fait 100 000 années. Si quelqu'un envoie un signal pour que quelqu'un le reçoit ici, même si l'autre répond tout de suite, la réponse ne viendra qu'après 100 000 ans, donc après 200 000 ans, il y a des échanges de 200 000 ans, donc tout ça devient très, 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 très difficile, bien sûr. Bon, alors voilà donc la Voie lactée, et de nouveau, à la fin du 19e siècle, au début du XXe siècle, il y avait un débat qui rageait. Est-ce que l'univers tout entier se trouvait dans cette Voie lactée, ou il y avait encore d'autres univers-îles, comme le philosophe Emmanuel Kant les appelait, comme la Voie lactée, qui sont disséminés dans l'espace? Alors le grand débat, il y avait un grand débat qui rageait au début du XXe siècle, et la réponse fut donnée par l'astronome américain Edwin Hubble. Donc il mesure la distance à cette galaxie qui s'appelle la galaxie Andromède. C'est une galaxie spirale aussi avec un disque et un bulbe comme la Voie lactée. Et donc il mesure la distance et il trouve de l'ordre de 2 millions d'années-lumière. Donc beaucoup plus grand que 100 000 années-lumière, n'est-ce pas, le diamètre de la Voie lactée. Donc ça veut dire que cette galaxie est bien au-delà de la Voie lactée. Donc, il démontre l'existence d'autres univers, îles, au-delà de la Voie lactée. Donc, il ouvre tout grand les portes de l'univers extragalactique. Et donc, maintenant, nous savons que l'univers observable contient 100 milliards de galaxies, chacune contenant une centaine de milliards de soleils. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'ordre, c'est considérable dans l'espace. Ici, toutes ces étoiles, bien sûr, appartiennent à la Voie lactée. Il faut traverser la Voie lactée pour regarder dans l'espace. Et ici, ce sont des galaxies naines qui tournent autour d'Andromède. Donc, maintenant, quand vous regardez dans l'espace, vous pointez un télescope de quelques mètres de diamètre, vous verrez des galaxies partout. Vous voyez, ici c'est une galaxie spirale, Messier 51 par exemple, une grosse spirale. C'est une galaxie vue de face, et donc c'est ce que vous verrez si vous avez un vaisseau spatial pour survoler le plan de notre Voie lactée, et donc c'est une spirale, et le Soleil quelque part par là, vous voyez, il fait le tour donc tous les 250 millions d'années. Et donc ça, c'est des galaxies vues par la tranche et des bandes de poussière partout. C'est ça qui absorbe la lumière. Vous voyez des bandes de sonde de poussière. Et donc vous voyez ce genre de système partout où vous pointez vos télescopes. Maintenant, c'est des systèmes de toute beauté. Chaque fois, moi, je pratique l'astronomie depuis plus d'une trentaine d'années, mais chaque fois que je vois l'image se profiler sur mon écran de télévision, quand je pointe mon télescope, ça me fait toujours encore frémir. Parce que, bon, cette lumière, je sais, est partie, il y a pour les galaxies les plus lointaines, elle est partie il y a des milliards d'années, même avant que les atomes de mon corps soient faits dans quelques étoiles. Vous voyez, c'est vraiment, on sent vraiment un grand sentiment de connexion cosmique avec l'univers. Donc, pour vous dire qu'il y a aussi, donc je vous ai montré des galaxies spirales comme la Voie lactée, mais aussi il y a d'autres formes de galaxies qui sont appelées la forme elliptique ici, bon, parce que la forme projetée, c'est une ellipse, et de nouveau, ce sont des collections de centaines de milliards d'étoiles. Chaque point, c'est un soleil lié ensemble par la gravité. Et donc voilà, ça c'est M4.7, Messier 4.7, de nouveau une galaxie elliptique.
Et ça, en fait, c'est un CP18, en fait, c'est la galaxie la plus jeune dont M. Brunel parlait tout à l'heure, en fait, que j'ai découvert avec Hubble, vous voyez, et ça, c'est une galaxie très jeune, parce qu'on voit que c'est très jeune parce que la couleur est très bleue, en fait. Et donc, on pense que toutes les étoiles ont moins de 1 milliard d'années, ce qui est très, très jeune pour l'univers. Et donc, ce sont vraiment les briques de ces galaxies naines pour s'assembler plus tard pour former les grandes galaxies que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc, et ces galaxies aussi ne sont pas disséminées au hasard dans l'espace comme ça. Et bien sûr, la gravité est une force attractive, donc elle attire toujours les choses. Elles font que les choses ne sont pas ensemble. Et donc, les galaxies ont un instinct grégaire, comme en fait les hommes, mais ce qui les attire les uns les autres, c'est la gravité, c'est pas les sentiments. Et donc, donc ici, c'est vous voyez, c'est ce qu'on appelle un amas de galaxies, donc une galaxie spirale ici, vous voyez, une galaxie, une galaxie elliptique ici, une galaxie spirale, une galaxie irrégulière. Et il se groupe, il y a des groupes de galaxies, peut-être de l'ordre de 10 millions d'années-lumière, donc de diamètre, et puis des amas de galaxies qui contiennent maintenant des milliers de galaxies, comme ici, vous voyez, qui dans un coin du ciel, et tout ça sont des collections de centaines de milliards d'étoiles. Alors, où vous pointez vos télescopes, vous voyez ce genre de spectacle, c'est vraiment assez extraordinaire. Ici, par exemple, et donc, la taille de ces amas de galaxies, donc c'est l'ordre de quelques dizaines de millions d'années-lumière. Donc, ici, c'est probablement la photo la plus profonde jamais été prise. Ça a été prise pendant, je pense, 240 orbites de Hubble. Et vous voyez ici, donc, et ça, c'est un coin du ciel qui est aussi petit que l'angle que sous le temps, donc une pièce de 10 centimes et qui sera à 10 km. Vous voyez un tout petit angle. Et déjà, quand on pointe Hubble vers ce point, mais bien sûr, l'œil ne voit rien du tout parce qu'il ne peut pas voir aussi faible. Mais Hubble, quand il accumule la lumière pendant 240 orbites, donc 240 fois 1 heure et demie, il voit 10 000 galaxies. Vous pouvez compter 10 000 galaxies ici. Bien sûr, ça c'est une tranche à travers le temps et l'espace. Donc ça, les galaxies les plus proches sont les plus grosses, bien sûr. Donc, elles sont vues dans leur maturité. Tandis que ces galaxies que vous voyez à peine de petits points de lumière sont très faibles, donc ils sont très loin, donc on les voit dans les jeunesses, vous voyez, donc c'est vraiment des tranches de temps et d'espace que l'astronome voit tout le temps, et ça donne des informations sur ce qu'on appelle l'évolution des galaxies, comme les galaxies évoluent depuis leur enfance, leur adolescence, leur maturité, leur vieillesse, etc. C'est comme ça qu'on reconstruit l'histoire cosmique. Et donc voilà, il y a encore une organisation encore plus extraordinaire. Vous voyez, les galaxies vont former des murs de galaxies. Ça, c'est des centaines de millions d'années-lumière maintenant, entourant des vides, ce qu'on appelle les vides cosmiques, qui aussi avec des diamètres de centaines de millions d'années-lumière. Donc, il y a vraiment une structure, j'appelle une tapisserie cosmique dans l'univers, et bien sûr, l'un des buts de l'astrophysique contemporaine, c'est de comprendre comment l'univers a tissé cette grande toile cosmique qu'on voit maintenant dans l'univers. Et donc, voilà, et donc, ça, c'est encore d'autres images de la structure cubique. Vous voyez les grands murs de galaxies ici avec des vides. Et tout ça, c'est comme une sorte de tapisserie cosmique. Et ça, des amas de galaxies partout, bien qu'on voit. Et tout ça, ce sont des ensembles de centaines de milliards de soleils liés ensemble par la gravité. Et donc, je récapitule tout ce que je vous ai dit. Donc, ici, une année-lumière, hein, c'est de l'ordre de 10 000 milliards de kilomètres, pour ceux qui aiment bien les kilomètres. Une seconde de lumière, bien sûr, c'est la vitesse de lumière, donc c'est 300 000 km. La distance est 300 000 km. Donc le système solaire, je vous ai dit Pluton, 5 de la lumière, la distance Soleil-Terre, c'est 8 minutes de lumière.
La Voie lactée, c'est un disque de 100 000 années-lumière ou 90 000 années-lumière. Distance Soleil centre galactique, 25 000 années-lumière, je dis 26 000. Ces chiffres changent un petit peu quand on précise les choses. La distance Soleil à l'étoile la plus proche, 4 années-lumière. L'espace est très vite, même pour aller du Soleil jusqu'à l'étoile la plus proche, il faut 4 années pour la lumière. Et donc maintenant, avec la technologie actuelle, avec une fusée, on peut aller au plus à un 10 millième de la vitesse de la lumière. Vous voyez, donc pour aller même à l'étoile la plus proche, il faut donc 4 multiplié par 10 000, ça fait 40 000 années. Donc beaucoup de vie humaine, bien sûr. Donc même pour aller à la plus proche étoile, il faut des générations et des générations, vous voyez, pour voyager jusqu'à la prochaine étoile. Donc, la Voie lactée à Andromède, donc ça c'est la mesure de Hubble, donc 2,3 millions d'années, les groupes de galaxies des 6 millions d'années. Donc, par exemple, notre Voie lactée dans ce groupe forme avec Andromède ce qu'on appelle le groupe local, et donc le diamètre est 6 millions d'années. Les amas de galaxies, 30 millions d'années-lumière, pardon, je parle de millions d'années-lumière, hein, c'est des mesures de distance, la distance parcourue par la lumière en une année, ici en 6 millions d'années. Ok, donc les superamas de galaxies, donc les amas, en superamas, 150 millions d'années-lumière, et ils forment des murs de galaxies et des vides aussi qui est de l'ordre de centaines de millions d'années-lumière aussi. Et on peut regarder maintenant avec le plus grand télescope, moi je dirais 11 ou 12 milliards d'années en arrière, donc 2 ou 3 milliards d'années après le Big Bang. Et donc l'univers observable, c'est-à-dire tout ce qu'on peut observer avec... donc la lumière a eu le temps de parvenir, donc ça c'est... on peut regarder en arrière jusqu'à 13,7 milliards d'années. Parce que bien sûr, vous savez bien qu'à mesure que l'univers âge, c'est-à-dire la lumière n'a plus de temps pour parvenir, donc s'il y a des galaxies au-delà de l'horizon observable, on verra de plus en plus de galaxies à mesure que l'univers âge, parce que la lumière a eu le temps de nous parvenir. Donc tout ça, c'est un peu l'échelle de l'espace. Et donc vous voyez que vraiment l'angle s'est beaucoup rapetissé dans l'espace, n'est-ce pas? Donc tout ça, et de ça, et de ces observations, on a construit donc cette histoire de la pyramide de la complexité. Parce que l'histoire de l'univers, c'est en fait une histoire de la construction de la complexité. Au début, l'univers était très simple. Il n'y avait rien, en fait. En fait, il y avait ce qu'on appelle un vide rempli d'énergie. En fait, au début, vous voyez que ici c'est l'axe du temps. Donc je ne parle pas du temps zéro, je parle du temps 10 puissance comme moins 43 secondes, qui est un temps déjà très petit parce que le premier chiffre 1, le chiffre non zéro arrive après 43 zéros, donc c'est vraiment un chiffre très petit. Et l'univers était extrêmement chaud à ce moment-là, 10 puissance 32 degrés Kelvin. Donc 1 suivi de 32 zéros, extrêmement chaud, extrêmement dense. Et donc, vous pourrez vous demander pourquoi je commence par mon histoire au temps zéro, parce que justement la physique perd pied pour des temps inférieurs à 10 puissance moins 43 secondes, ce qu'on appelle le temps de Planck, et qui forme ce qu'on appelle le mur de Planck. Parce que, vous savez, maintenant, tout ce les deux théories physiques qui décrivent l'univers, en fait, ont été toutes deux inventées au début du siècle dernier, donc il y a 2 siècles maintenant, donc au 19e siècle en fait. Au 20e siècle, pardon, au 20e siècle, au siècle dernier, donc la relativité générale d'Einstein en 1915 qui décrit donc l'infiniment large, l'infiniment grand, qui décrit l'expansion de l'univers. Et puis l'autre théorie qui décrit le comportement des atomes, donc l'infiniment petit, ce qu'on appelle la mécanique quantique. Et en fait, ces deux théories, pour l'instant, sont éloignées l'un de l'autre. On n'a pas su les unifier. Et donc, parce que la description de l'espace dans les deux théories, c'est très différent. L'espace quantique est un espace fluctuant, vous savez, ce qu'on appelle une mousse quantique qui fluctue tout le temps avec
avec des temps très petits, 10 puissance moins 33 secondes. Et puis, mais dans l'espace de la relativité générale, donc l'espace à grande dimension, l'espace est très lisse. Et pour l'instant, on n'arrive pas à concilier ces deux théories encore en une grande théorie qui s'appelle une théorie de la gravité quantique, parce que la gravité, c'est celle qui dit que la relativité générale, c'est la force de gravité. Et puis, donc, il faut allier cette gravité avec la description quantique des choses dans l'échelle infiniment petite. Donc, construire une théorie de gravité quantique, mais on ne sait pas faire ça encore. Donc, la physique, per pied, bon, il y a eu des tentatives. Il y a ce que, pour les aficionados, les gens qui suivent ce genre d'affaires, il y a la théorie des cordes, par exemple. On pense que les particules ne sont plus des points, mais des vibrations de cordes décimalement petites, 10 puissance moins 33 secondes. Et chaque vibration de ces cordes donne naissance à un proton, un neutron, enfin, toutes les particules élémentaires qui constituent la matière du monde. Mais pour l'instant, cette théorie des cordes n'a jamais été vérifiée expérimentellement. Et donc, pour l'instant, c'est encore une théorie, et donc on ne sait même pas si elle est vraie ou non, et si elle correspond à la réalité. Donc, pour l'instant, il y a un mur de la connaissance, un mur de Planck. Mais à partir de ce mur de Planck, on pense qu'il y a un vide, mais un vide quantique de nouveau. Donc, un vide qui n'est pas dénué de tout le néant, comme nous pensons quand nous pensons vide, mais en fait un vide rempli d'énergie. Et l'énergie, bien sûr, c'est cette énergie qui va générer toute... donc il y a eu un grand boom, quelque chose qui a expulsé l'espace, et un Big Bang, et donc depuis, l'univers et le temps et l'espace se sont créés en même temps que ce Big Bang, et maintenant l'espace se crée constamment. Les galaxies s'éloignent toujours les unes des autres. Il y a plus d'espace entre les galaxies. Et quand je vais au télescope, et surtout je vois tous les scopes s'éloigner de moi. Donc c'est une façon de parler. Bon, je ne les vois pas s'éloigner de moi parce qu'on ne peut pas, à l'échelle d'une vie humaine, regarder le déplacement d'une galaxie. Mais la lumière d'une galaxie qui s'éloigne de nous est rougie. Vous voyez, elle est décalée vers le rouge. Et d'autant plus rougie qu'elle s'éloigne vite de nous, et donc il suffit de mesurer le rougissement de la lumière pour savoir à quelle vitesse la galaxie s'éloigne de nous. Et donc, l'expansion de l'univers, donc, ce vide rempli d'énergie, et à mesure que l'univers se dilue, il devient moins dense, bien sûr, mais aussi il devient moins chaud. Vous voyez, le 10 puissance 32, déjà, le 10 puissance moins 43 secondes, 10 puissance moins 32 secondes, qui est vraiment une petite fraction de seconde, c'est vraiment rien. L'univers s'est refroidi d'un facteur 100 000, vous voyez, 10 puissance 5, 100 000, et puis, donc, et à mesure que l'univers se refroidit, c'est ça qui permet aux structures de se construire, et que la complexité de se construire. Parce qu'en fait, en physique, une grande température signifie des mouvements très violents. Et donc, si vous formez des choses et qu'elles se cognent les unes contre les autres, les structures se fracassent tout de suite et tout est à refaire. Donc, il faut prendre son mal à patience, attendre que l'univers se dilue, se refroidit, et puis, à mesure qu'il se refroidit de plus en plus, des structures de plus en plus compliquées surgissent, et c'est comme ça que toutes les structures de l'univers, en particulier les galaxies, je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ici, donc tout se passe vraiment dans la première fraction de seconde. Vous voyez, ici, l'énergie, donc la fameuse équation d'Einstein, E égale mc2, vous voyez, donc la matière donne la matière multipliée par la vitesse. L'énergie d'un morceau de matière est égale à sa masse multipliée par donc le carré de la vitesse de la lumière. Donc, on peut convertir cette énergie en matière, et donc la matière surgit, donc les quarks, les électrons, mais parce que l'univers est neutre, et initialement aussi, l'antimatière doit surgir aussi. Donc, il y a un grain, une purée de particules élémentaires de matière qui s'appelle quark, et c'est les particules les plus fondamentales, les physiciens pensent, et d'électrons, mais aussi d'antiquarks et d'anti-électrons, etc. Et donc, à mesure que l'univers avance, devient plus âgé,
l'univers se refroidit, les structures deviennent plus compliquées, donc les quarks se combinent 3 par 3, vous voyez, pour former des neutrons et des protons qui sont les constituants de la matière basique. Tous nos corps, tous les atomes de nos corps sont formés de protons et de neutrons et d'électrons. Et donc, donc après 3 minutes environ, vous voyez, presque toute la matière de l'univers s'est déjà formée, et puis ça forme surtout de ce qu'on appelle l'hydrogène et l'hélium, et le Big Bang prédit qu'environ 3/4 de la masse de l'univers sera en hydrogène, donc juste un proton et un noyau d'hydrogène, et puis un quart, 25% un noyau d'hélium, qui c'est 2 protons, 2 neutrons, liés ensemble par une colle qu'on appelle la force nucléaire forte. Et donc, à mesure que et ça, c'est en fait c'est une prédiction de la théorie du Big Bang. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous regardez maintenant la composition chimique de toutes les étoiles et toutes les galaxies dans l'univers, vous trouvez exactement cette proportion. 3/4 d'hydrogène et environ 1/4 d'hélium. Donc ça, c'est aussi un indice qu'on est sur le bon chemin. Vous voyez, une théorie ne naît pas comme ça de l'imagination fébrile des astrophysiciens. Il faut bien sûr beaucoup de vérifications expérimentales dans différentes sortes de directions. Et ici, donc, il y a d'abord l'expansion de l'univers, qui est donc la loi de Hubble, que Hubble a découvert, en fait. Et puis, donc, la composition chimique, qui semble être correcte aussi. Et puis, en l'an 380 000 ans, l'univers s'est refroidi environ à 10 000 degrés. Et donc, maintenant, les noyaux d'atomes peuvent se combiner avec des électrons pour former des atomes neutres. Et à ce moment-là, vous voyez, tous les électrons étant emprisonnés, la lumière peut se propager librement. Et en fait, l'univers devient transparent. Parce que avant l'an 380 000, l'univers était complètement opaque. C'est comme si vous étiez dans un épais brouillard. Vous voyez, vous regardez votre main dans le brouillard, vous ne voyez même pas. Parce que la lumière ne peut pas se propager jusqu'à vos yeux. Mais une fois que l'univers devient transparent, la lumière peut se propager librement. Et en fait, avec les plus grands télescopes, je vous ai dit, on peut remonter le temps, mais jusqu'à l'an 380 000 ans maintenant seulement. Parce qu'après, c'est-à-dire pour des temps plus petits que l'an 380 000 ans, l'univers est opaque et donc on ne peut pas observer avec les télescopes, on ne peut pas remonter le temps. Donc en fait, ici, dans ces régimes-là, c'est une purée de particules élémentaires et donc ça, on peut l'étudier seulement avec les grands accélérateurs de particules. Et vous savez, il y a donc 2 ans où le LHC, le Large Hadron Collider, un collisionneur de protons, est entré en opération au CERN et quand il sera pleinement opérationnel, il pourra remonter le temps jusqu'à 10 puissance 12, c'est-à-dire un milliardième de seconde après le Big Bang, reproduire cette énergie. Et donc, on pourra vérifier certaines théories, en fait, en particulier la théorie des cordes, pour savoir si vraiment certaines prédictions de particules, l'existence de particules de cette théorie se vérifient. Donc, on attend avec vraiment impatience. Vous voyez, donc, les accélérateurs de particules prennent la relève, en fait, des télescopes de cette période. Mais avant, on peut vraiment, avec les grands télescopes, remonter jusqu'à l'an 350 000. Vous voyez, et ici, en fait, il y a une lumière fossile qui est dégagée. Et en fait, ça a été prédit aussi par George Gamow, un physicien génial qui a utilisé la relativité d'Einstein. Mais personne ne s'est donné vraiment c'était prédit dans les années 50. Et personne ne s'est jamais donné la peine de le rechercher. Alors, moi je pense que c'est peut-être par méfiance de la théologie de nouveau, parce que, vous savez, on se rapproche vraiment de l'origine. Alors, parler d'un Big Bang, d'un commencement de l'univers, semble donner une confirmation au récit biblique, par exemple. Et donc, les scientifiques étaient assez méfiants au début, personne ne s'est donné la peine de rechercher ça, et en fait, ça a été découvert par hasard, peut-être par hasard, en 1960, par 2 radioastronomes travaillant à la Bell Telephone
compagnie téléphonique américaine et qui en fait, ils ont construit un télescope. Je pense que j'ai un télescope très sensible, en fait, non pour faire la cosmologie, mais en fait pour communiquer avec le premier satellite de communication Telstar. Mais parce que leur télescope était tellement performant, tellement sensible qu'ils ont découvert un bruit radio de fond qu'ils ne comprenaient pas du tout. Et, quelque chose qui englobait tout l'univers, et ils pensaient d'abord que c'était peut-être une paire de pigeons qui avaient élu domicile dans le télescope. Donc ils ont chassé les pigeons, nettoyé de fond en comble leur télescope, et ce rayonnement était toujours là. Et puis, donc, ils étaient au New Jersey, donc, et près de New York, ils pensaient que c'était des stations de radio. Alors, ils pointaient vers la station radio, pointaient la direction opposée, et le signal était toujours égal à lui-même. Vous voyez, parce que si c'était les stations radio, il devrait être au maximum vers la station radio et zéro dans la direction opposée, mais ce n'était pas le cas. Et donc, finalement, ils ont parlé à des professeurs de Princeton qui, finalement, ont redécouvert les travaux de Gamow, qui dit que, bien sûr, que si l'univers a eu un Big Bang, il a dû passer par un état très chaud et très dense au début, et donc il y a avoir une sorte de rayonnement fossile, en quelque sorte la chaleur de la création qui englobe tout l'univers, même dans cette salle maintenant, et en fait, donc ces deux radioastronomes l'ont découvert, et ils ont reçu le prix Nobel, bien sûr, pour cette grande découverte. Et donc ici, maintenant, on a la carte du ciel, et vous voyez, c'est pas tout à fait uniforme, il y a des couleurs différentes, et ça, ce sont en fait des semences de galaxies. Parce que, en fait, si tout le rayonnement fossile, donc vous voyez ici l'image de l'univers quand il avait 380 000 ans, quand ce rayonnement fossile a été émis. Alors si tout était uniforme, bien sûr, nous ne serons pas là pour en parler, parce qu'il n'y aura aucune structure, aucune étoile, aucune galaxie, aucun homme qui pourra surgir. Et c'est seulement parce qu'il y a des semences de galaxies, donc ça aussi c'est une grande découverte que les astrophysiciens, que le comité Nobel a récompensé aussi, parce qu'il fallait des structures de galaxies, de sémences de galaxies, et ces radioastronomes les ont découvert. Donc on avance un peu plus en le temps, 380 000 années, donc vous voyez, ici c'est le premier milliard d'années, je vous ai dit que peut-être les premières galaxies, les premières étoiles se forment dans cette galaxie. Donc c'est des nuages d'hydrogène et d'hélium qui vont s'effondrer sur la gravité, et quand ils s'échauffent de plus de 10 millions de degrés, vous voyez, les réactions nucléaires se déclenchent, et les boules gazeuses s'allument, et ce sont les premières étoiles. Les étoiles s'agglomèrent pour former les premières galaxies, et ainsi de suite. Et puis, ensuite, toute la tapisserie cosmique que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, en particulier, vous voyez, il faut que je mentionne dans la naissance du Soleil, il y a 4,5 milliards d'années, donc 9,2 milliards d'années après le Big Bang. Donc, c'est 13,7 moins 4,5 milliards d'années. Vous voyez, donc le système solaire né avec le Soleil, donc, et sur une de ces planètes, bien sûr, il y a 3,8 milliards d'années, la première cellule de vie a surgi, donc maintenant nous sommes là pour en parler. Nous sommes tous les descendants de cette première cellule universelle, donc l'homme, la conscience. Donc vous voyez, l'homme a surgi, donc toute cette histoire donc, a mené donc, à nous, et vous êtes... ici, j'aime bien vous montrer cette diapo, parce qu'il ne faut pas... Je vous ai dit que tout l'univers est une expansion, n'est-ce pas? Quand je regarde les galaxies, toutes les galaxies s'éloignent de moi, mais il ne faut pas croire que nous sommes le centre de l'univers, qu'on revient de nouveau à l'ère pré-copernicienne. En fait, parce que l'univers est une expansion, l'espace est en expansion, toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres. Donc, tout est centre. Si quelqu'un est dans Andromède, il verra exactement les mêmes choses. Toutes les galaxies s'éloignent de lui aussi. Donc, tout est centre. Rien n'est centre, en fait. Et en fait, j'aime bien ce vitrail de la cathédrale de Saint-Bonaventure à Lyon, en France, parce qu'il n'y a pas de centre. En général, vous voyez les vitraux en centre. Mais ici, les anges n'ont pas un centre, donc vous pouvez vous imaginer
une sphère qui se dilate et les anges s'éloignant toutes les unes des autres, mais il n'y a aucun centre. Donc il ne faut pas se demander où est le centre du Big Bang dans l'univers que nous occupons. Cette question n'a pas de sens. Et donc ça, c'est les premières étoiles. Je vais passer ça. Et je voulais vous dire seulement qu'en fait, je vous ai parlé de milliards, de centaines de milliards de galaxies, chacune contenant de centaines de milliards de soleils. Et donc, ce sont des chiffres faramineux, des chiffres astronomiques. Mais en fait, si vous additionnez tout le contenu de l'univers, en fait, ça représente seulement 0,5% du contenu de l'univers. La matière lumineuse, la matière qu'on voit dans les étoiles et la galaxie, si on additionne de tout, donc ça représente moins de 1% du contenu de l'univers. Parce qu'on sait maintenant que l'univers contient beaucoup de ce qu'on appelle la matière noire. C'est-à-dire, on sait qu'elle est là par la gravité qu'elle exerce, mais elle n'émet aucune sorte de lumière, en tout cas visible. Et donc, il y a ce qu'on appelle la matière noire ordinaire, qui, on pense maintenant, c'est peut-être du gaz chaud entre les amas de galaxies qui émet la lumière X, donc, mais aussi une matière noire qui est complètement exotique, c'est-à-dire qui n'est pas faite de neutrons et de protons de la même matière dont nous sommes faits. Donc, on ne connaît même pas la nature de cette matière noire exotique. On sait qu'elle existe à cause des effets gravitationnels qu'elle exerce, mais on n'a aucune idée de ce que ça peut être. Alors, les physiciens ne sont jamais à court d'imagination, ils postulent des particules massives qui sont dans la première fraction de seconde du Big Bang. Mais de nouveau, ça, c'est des théories, vous voyez, et donc il faut la confirmation expérimentale et on espère peut-être que l'AC de nouveau, en remontant jusqu'au millième de seconde après le Big Bang, peut peut-être détecter ce genre de particules, mais bon, on n'est pas encore là. Mais ce qui est encore plus étonnant, donc on additionne tout ça, vous voyez, c'est 22%, plus 3,5%, c'est 25,5%, plus 0,5% de la matière lumineuse, ça fait 26%. Alors il reste 74% du contenu de l'univers. Et on ne savait pas ce que ça pouvait être, jusqu'à une découverte extraordinaire de nouveau à la fin du siècle dernier, en 1998. On pensait que, vous voyez, qu'il y avait cette matière qui remplissait l'univers. Et la matière exerce toujours une gravité attractive, donc elle doit toujours décélérer. Donc on pensait que l'expansion de l'univers va décélérer. C'est comme si vous appuyez sur le frein dans votre voiture, vous voyez, vous ralentissez de plus en plus, n'est-ce pas? Mais au contraire, on a découvert que l'univers, l'expansion de l'univers, au lieu de décélérer, est en accélération. C'est-à-dire que vous appuyez sur la pédale à gaz plutôt que le frein, en fait. Donc il y a quelque chose qui est anti-gravité, qui est anti-attractif et qui est répulsif, en fait. Et ça constitue 74% de l'univers. De nouveau, on n'a aucune idée. On appelle l'énergie noire. Mais c'est pour dissiper, pour cacher notre ignorance, on n'a aucune idée de cette énergie noire. Et donc, vous voyez, les astrophysiciens ont vraiment une main sur la planche. Ils n'ont aucune idée de 74%, plus 22%, 96% de l'univers. Donc vraiment, nous savons bien seulement 0,5%. On pense qu'on sait la nature de la matière non ordinaire, de 4% en tout de l'univers, mais 96% pour l'instant complètement inconnu. Nous savons seulement le bout de l'iceberg dans l'univers. Vraiment, mais c'est bien pour les astrophysiciens. Nous avons du travail dans les années à venir. Donc, je vous ai parlé des rapetissements considérables dans l'espace, mais donc, bien sûr, en cosmologie, l'espace et le temps sont toujours reliés, c'est-à-dire reliés par la vitesse de la lumière. La distance est toujours la vitesse de la lumière multipliée par le temps. Alors, rapetissement dans l'espace veut dire rapetissement dans le temps, bien sûr. Vous verrez que vraiment, lors de notre dans cet calendrier cosmique, donc je ramène toute l'histoire de l'univers à une année. Le Big Bang se produit le 1er janvier, nous sommes maintenant le 31 décembre à minuit. Et donc, vous voyez, regardons le calendrier cosmique, le Big Bang, 1er janvier, les semences de galaxies, je vous montrais tout à l'heure, Kobe, donc c'est un satellite qui a détecté ces semences de galaxies.
1er janvier, formation Voie lactée, dans le premier milliard d'années, c'est le 1er avril. Système solaire, donc 9,7 milliards d'années après le Big Bang, donc il y a 4,5 milliards d'années, vous voyez, donc 9 septembre. Les 3/4 de l'année se sont écoulés même avant que le Soleil ne vienne sur scène. Et puis sur notre planète, la première cellule de vie, il y a 3,8 milliards d'années, donc le 25 septembre. Et puis tout le développement de la vie, ici les plus vieux fossiles, les bactéries, les algues bleues, 9 octobre, l'invention du sexe par les micro-organismes, très important parce que ça a introduit la complexité. Auparavant, les cellules se comptaient pour se multiplier, de se diviser en deux, donc les moitiés étaient exactement les mêmes, il n'y a pas de complexification. Tandis que le mélange des gènes introduit la complexité et peut introduire la nouveauté, donc permet la créativité. Donc 1er novembre, les plus vieilles plantes, le 12 novembre, et puis toute l'évolution darwinienne se passe en deuxième moitié du dernier mois de l'année. Les premiers poissons vertébrés le 19 décembre, les premiers insectes le 21 décembre, les premiers arbres le 23 décembre, les premiers dinosaures le 24 décembre, les premiers mammifères qui sont nos ancêtres les plus directs, bien sûr, le 26 décembre, les premiers oiseaux le 27 décembre, et la mort des dinosaures, vous voyez, le 28 décembre, les pauvres, ils n'ont vécu 4 jours de l'année. Vous voyez, donc ils ont régné sur Terre il y a environ 250 millions d'années. Mais il y a environ 65 millions d'années, il y a un grand astéroïde qui a percuté la Terre. Et donc, ce n'est pas le choc direct qui a tué les dinosaures, mais en fait, c'est toute la poussière qui a soulevé. Et les vents l'ont réparti autour du globe. Ça a coupé la lumière du soleil. La Terre s'est refroidie, donc toutes les plantes sont mortes. Et donc, faute de nourriture, les dinosaures et les 3/4 des espèces vivantes sont mortes. Et donc, nos ancêtres, les mammifères, en fait, étaient les souris, tout ça, qui se nourrissaient de bois. Ils ont échappé à l'Holocauste. C'est pourquoi nous sommes là où il y a des dinosaures. Les premiers primates, 29 décembre. Et en fait, vous voyez les premiers hommes, donc c'est vraiment la dernière heure de l'année que ça se passe maintenant. Vous savez, l'homme bipède, etc., qui quitte la jungle pour la savane, c'est environ, on pense maintenant, 5 ou 6 millions d'années en arrière. Et donc, et l'homme qui devient conscient d'une transcendance, quelque chose qui le dépasse, d'une sorte qui devient spirituel. Donc, je là ça, par exemple, la peinture de Lascaux, dans la dernière minute de l'année. Vous voyez, la civilisation égyptienne avec laquelle j'ai commencé, donc les 10 dernières secondes de l'année, Bouddha, les grands sages qui nous éclairent de leur sagesse, donc 5 dernières secondes de l'année, le Christ, 4 dernières secondes de l'année, et puis la Renaissance, la Renaissance de la science en particulier, la dernière seconde de l'année, et maintenant, nous sommes à minuit. Donc nous avons conquis l'espace, nous recherchons l'intelligence extraterrestre, mais bon, l'intelligence étant un double tranchant, nous avons aussi acquis le pouvoir de détruire notre planète, soit par le péril écologique, soit par le péril nucléaire. Mais la leçon à retenir de tout ça, bien sûr, c'est que l'homme n'est apparu que la dernière heure de l'année. Donc vraiment, nous ne sommes rien dans l'histoire cosmique, c'est vraiment... Vraiment, notre place, c'est de rapetisser à la fois dans l'espace et dans le temps. Et donc, quelle réaction philosophique tirer de tout ça? Alors, je vous ai cité quelques grands penseurs. Pascal, déjà au XVIIe siècle, il ne savait pas tout ce que je vous ai raconté, bien sûr, mais il sentait déjà ces espaces infinis. Donc, il dit le silence éternel des espaces infinis m'effraie. Murnau, dans un ouvrage qui a fait date dans les années 70, qui s'appelle Le hasard et la nécessité, pense que l'homme est perdu dans l'immensité indifférente de l'univers d'où il a émergé par hasard. Donc, l'univers n'a peu faire de nous, il se soucie comme une guigne de nous, donc nous n'avons aucun rôle à jouer. Steven Weinberg, notre prix Nobel de physique, plus on comprend l'univers, plus il nous apparaît dépourvu de sens. Donc, en fait, une vision assez désespérante de notre place dans l'univers. Mais au contraire, je pense que je suis, vous l'avez deviné, pas tout à fait d'accord avec cette vue pessimiste. Je pense au contraire que la cosmologie moderne a réenchanté le monde. D'abord, il a découvert l'ancienne alliance cosmique entre l'homme et l'univers. Il a précisé que, par exemple, nous sommes tous des poussières d'étoiles, n'est-ce pas? En fait, tous les atomes de notre corps. Je vous ai dit tout à l'heure que dans les 3 premières minutes de l'univers, il n'y avait que l'hydrogène et l'hélium.
Si l'univers s'est contenté de rester là, ils ne seront pas là pour en parler parce que l'hydrogène et l'hélium sont des... l'hydrogène, par exemple, est trop simple pour avoir la chimie nécessaire pour la vie et l'hélium est un élément très stable, donc il ne permet pas la chimie non plus. Et donc, il n'y aura pas de vie et de conscience possible. Donc, c'est seulement en fabriquant des éléments plus complexes, carbone, l'azote, l'oxygène, etc., jusqu'aux 92 éléments de la table périodique, que l'univers peut créer la complexité, en particulier la vie et la conscience. Et donc, il se devait d'inventer les étoiles. Vous voyez, en fait, parce que on a démontré dans les années, en 1957, que tous les éléments pouvaient s'expliquer par, en fait, la fusion nucléaire dans les étoiles. Donc, en fait, tous les atomes de notre corps sont des poussières d'étoiles. Nous sommes les descendants des étoiles. Nous sommes les frères des bêtes sauvages, les cousins des coquelicots. Nous partageons tous la même généalogie cosmique. Et donc, ici, je vous montre donc, les sites super de formation d'étoiles. Vous voyez ce qu'on appelle des nuages moléculaires, parce qu'il y a beaucoup de molécules qui s'effondrent sur la gravité pour former des étoiles, et ces étoiles vont faire la chimie nucléaire pour fabriquer tous les éléments nécessaires à la vie et à la conscience. Donc, bon, il faut que je passe vite, mais bon, tout ça, donc des étoiles qui font la chimie nucléaire. Et donc, j'aime souvent citer William Blake, qui est un de mes poètes favoris, qui avait déjà une intuition. Vous voyez, il y a pas seulement la découverte scientifique, mais aussi l'intuition poétique pour éclairer la réalité. Donc, il dit voir un univers dans un grain de sable et un paradis dans une fleur sauvage, tenir l'infini dans la paume de la main et l'éternité dans une heure. Donc, en regardant un grain de sable qui est fait d'atomes de silicate, on voit toute l'histoire de l'univers, parce que ces atomes de silicate et de silicium ont été fabriqués à l'intérieur des étoiles. On voit toute l'histoire de la génération d'étoiles. Et donc, il y a donc une profonde connexion cosmique entre l'univers et nous. Nous sommes des poussières d'étoiles. Et donc, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je vais parler de ce que on appelle le principe anthropique. Donc, c'est du mot anthropos qui veut dire homme. C'est comme dans anthropologie, par exemple. Alors, la cosmologie moderne a démontré que l'univers était réglé de façon extrêmement précise pour l'émergence donc des étoiles et donc des éléments lourds et donc de la vie et la conscience. Parce que parce que l'univers est réglé par ce qu'on appelle une quinzaine de constantes physiques, c'est la constante de gravité, la vitesse de la lumière, la masse d'électrons, la masse des particules élémentaires, etc. Et de conditions initiales, c'est-à-dire le taux d'expansion initiale, la densité initiale de l'univers, etc. Une fois que c'est déterminé, tout le reste s'ensuit en quelque sorte. Vous voyez, en particulier la naissance des étoiles. Alors si vous changez, et ce qui est intéressant ici, c'est que si vous changez un temps soit peu, ces constantes physiques ou ces conditions initiales, les étoiles ne se forment pas. Donc sans étoiles, il n'y aura pas d'éléments lourds. Sans éléments lourds, il n'y aura pas de vie possible, et donc l'univers serait vide et stérile. Bon, alors tout ça, on peut le calculer avec assez grande précision. En fait, par exemple, pour la densité de l'univers, si il est trop dilué, les étoiles ne se forment pas, donc pas de vie de conscience parce qu'il n'y a pas d'éléments lourds. Mais si la densité est trop grande, l'univers s'effondre très vite dans ce qu'on appelle un Big Crunch, et puis donc les étoiles n'ont pas le temps non plus de fabriquer les éléments lourds. Donc en fait, tout se tient sur un équilibre très très délicat, et par exemple le réglage de la précision de la densité, c'est l'ordre 10 × -60, un nombre très très petit, vous voyez, une précision que je compare souvent à la précision que doit exercer un archer si vous voulez planter une flèche dans une cible d'1 cm², donc d'1 cm de côté, mais qui serait placée au bord de l'univers à 14 milliards d'années-lumière. Donc vous voyez, c'est vraiment une grande précision, un but très petit, très très loin, et donc c'est ce genre de précision que l'univers doit exercer. Donc, que penser donc de ce réglage si précis de l'univers? Alors, on peut invoquer, de nouveau, je vais reprendre le titre de Monod, soit le hasard, soit la nécessité. Alors, bien sûr, la science ne peut pas distinguer entre ces deux possibilités, en fait.
il accommode parfaitement la notion du hasard. Mais si c'est tout est hasard, comment expliquer donc ce grand réglage de l'univers pour permettre à la vie et à la conscience d'émerger? Alors il faut, à ce moment-là, il faut postuler un très grand nombre d'univers. Donc dans ce cas, par exemple, 10 puissance 60 univers. Donc dans la vaste majorité de ces univers, la constante, la combinaison sera perdante. Vous voyez, et donc il n'y aura pas des doigts qui se forment et donc pas de vie et de conscience. Sauf dans le nôtre où par hasard le gros lot est sorti en quelque sorte. La combinaison gagnante est sortie et nous sommes le gros lot en quelque sorte. Vous voyez. Et donc on peut parfaitement accommoder l'hypothèse du hasard si on dit qu'il y a une infinité d'univers parallèles au nôtre, ce qu'on appelle un multivers, et que les théories donc accommodent parfaitement. Mais s'il y a un seul univers pour expliquer ce réglage si précis, il faut, moi je dirais, dès le début, quelque chose qui règle, donc ce que j'appelle un principe créateur. Pour moi, ce n'est pas un Dieu barbu, etc. C'est vraiment un principe qui se manifeste par les lois physiques de la nature. Et donc vous voyez, selon ses convictions, ses philosophiques, notre background, notre parcours personnel, etc., c'est à nous de faire ce que j'appelle ce pari pascalien, à la Pascal. Est-ce que c'est le hasard ou la nécessité? Alors pour moi, puisque j'ai la parole, je vais vous dire mon pari, et puis vous me direz le vôtre après. Je parie sur la nécessité. Parce que pour moi, parier sur une infinité d'univers parallèles qui sont tous inobservables, pour moi, c'est aussi une position métaphysique. Vous voyez, c'est pas une position scientifique en fait. Pour moi, et j'adhère au principe de simplicité, ce qu'on appelle le rasoir d'Occam. Pourquoi faire compliqué si on peut faire simple? Pourquoi créer une infinité d'univers, 60 univers par exemple, pour ne avoir juste un qui héberge la vie et la conscience? Alors aussi, quand je vais au télescope et je regarde toute cette beauté, cette harmonie, bon, j'espère que je vous ai convaincu que l'univers est très beau et qu'il y a un ordre, une architecture dans tout ça. C'est pas un univers chaotique. Et donc, il y a une harmonie. Les lois ne varient ni dans l'espace ni dans le temps. Parce que ce qui me surprend toujours, c'est que les lois qu'on découvre sur notre petite Terre, qui n'est rien du tout dans l'espace, s'appliquent aux propriétés des galaxies les plus lointaines. C'est toujours époustouflant de regarder ça. Et puis, à mesure que la science progresse tout le temps vers l'unité, vous savez, des choses qui sont a priori complètement déconnectées, en fait, à mesure qu'on avance, tout semble tendre vers l'un. Par exemple, le ciel et la terre, Aristote, par exemple, pensait que le ciel était gouverné par des lois complètement différentes que la terre. Newton fait table rase de ça, la même gravité dicte le mouvement des astres aussi bien que des choses sur Terre. Au XIXe siècle, on pensait que l'électricité et le magnétisme étaient des phénomènes complètement différents. Faraday et Maxwell nous démontrent que c'est exactement le même phénomène. L'espace-temps était séparé avant Einstein. Einstein dit que maintenant c'est un couple bien soudé. Vous savez, si on voulait très vite, l'espace se rétrécit, le temps se dilate, on s'allonge du même facteur. Enfin, le temps et l'espace s'unissent et puis on pense que les 4 forces fondamentales de nature qui règlent tout l'univers maintenant, il y a la force de gravité, la force électromagnétique et les forces nucléaires fortes et faibles, au début ne faisaient qu'une seule super force. Donc, il y a certainement une unité dans